normalisation. Après 2 ans passés à la tête de la sélection du Cameroun, Hugo Broos peut quand même se vanter d'avoir gagné les mérites de l'équipe nationale Fagnon avec cerise sur le gâteau, le titre de champion de l'édition gabonaise. Nous parlerons également du tirage au sort de la Coupe du Monde de Russie 2018, un tirage plutôt homogène pour les différentes sélections avec les équipes africaines qui pourront tirer leur épingle du jeu. Nous reviendrons également sur la sélection à prime avec le sélectionneur national Rigobert Song qui a tenu la semaine dernière une conférence de presse au cours de laquelle on a eu une liste de 25 en prélude au CHAN 2018. Madame, Monsieur, une petite respiration et on revient pour la présentation de ceux avec qui nous ferons l'émission ce jour. De retour sur ces antennes, alors que nos invités viennent au compte-gouttes, on va commencer avec Émile Bekono qui est déjà là. Émile Bekono, bonsoir. Bonsoir Olivier Ndogmo, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le plaisir est de vous servir. Alors, vous signez votre retour ici après un long moment de disette. Alors, je vous accueille, n'est-ce pas, avec cette information. Il faut dire qu'on a beaucoup attendu la date de la Coupe du Cameroun et c'est officiel. La finale se jouera effectivement dimanche 10 décembre. Réaction. La finale se jouera ce dimanche 10 décembre. Ce n'est que la date est la bienvenue. Il faut comprendre que le citoyen lambda n'a pas le monopole de décision dans cette affaire. La haute hiérarchie, la présidence de la République est chargée de nous donner la date chronologique de cet événement. C'est d'autant plus que le premier sportif camerounais sera de la partie. Alors, est-ce que ça ne crée pas de manquement quand on sait qu'on a donné 13 millions on a donné 13 millions à chaque club et que rendu sur Yaoundé, ces clubs ont beaucoup attendu au point où une équipe comme New Star a été obligée de retourner sur Douala oui. le temps de préparer la compétition. Est-ce que c'est pas ces états-là ne créent pas en quelque sorte des manquements à ces équipes? Non, moi je ne pense pas, puisque vous parlez là des manquements, vous parlez là de 13 millions en guise de préparation. Bien évidemment, ce n'est si pas... New Star est rentré, ça veut dire justement que le budget... non, écoutez, les 13 millions ne signifient nullement le trophée en lui-même. Non, les 13 millions, c'est en guise de préparation. Le trophée en lui-même vaut tout autre chose. Alors, il faut comprendre que si les uns et les autres, si New Star n'a pas pu supporter cette attente, cette longue attente, il faut dire que New Star a ses raisons. Et que ce club voulait plutôt se retrouver dans son coin pour une meilleure sérénité, pour mieux se préparer. Alors je pense que ça ne crée pas de manquements. Je ne pense pas que ce soit aussi grave que ça. Il y a quand même un manquement puisque New Star est rentré du côté de Douala et ça crée quand même un manque de sérénité. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que la finale, c'est dimanche. Manque de sérénité, je ne pense pas. Parce que, écoutez, M. Ndogmo, lorsque... tant que nous n'avons pas encore la date précise, les uns et les autres peuvent tout simplement se préparer autant que faire se peut, jusqu'à ce que la date précise soit donnée et qu'ils puissent atterrir à Yaoundé ou alors qu'ils puissent attendre à Yaoundé. Et lorsqu'ils sont à Yaoundé, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont dans des hôtels, ils sont bien lotis et tout ce que cela comporte. Bon, que vous puissiez me dire aujourd'hui qu'il y a eu des manquements, c'est la raison pour laquelle New Star est rentré sur Douala. Qu'ont-ils fait des 13 millions juste pour la préparation? Non, la date est là et je pense que tout ira pour le mieux. On vous a compris. Alors, on va poursuivre toujours dans le vent de l'actualité. Il faut dire que du côté de l'Italie, notre pensionnaire Nicolas Julien Koulou s'est offert un but avec son club oui, tout à fait. Du côté de l'Italie. Oui, c'était un très beau but d'ailleurs. Il n'y a que Jean Manga Ongene qui marquait. C'est devenu rare de voir ce genre de but avec nos coéquipiers, nos joueurs, nos compatriotes. Nicolas Nkoulou, je vous assure, c'était un beau but de la tête contre toute attente. D'autant plus que ici, chez nous,
comme nous savons tuer nos stars avant le temps, Nicolas Nkoulou a encore prouvé là qu'il est capable de faire des choses et en marquant ce but, il a porté un sérieux coup face à l'équipe adverse. Et je pense que c'est un but qui arrive à point nommé pour redorer son blason. On va dire bon vent à lui, hein, puisqu'il fait une saison époustouflante du côté de l'Italie. Effectivement. Alors, il nous a enfin rejoint, hein, malgré les embouteillages. Je sais, pardon, on va poursuivre avec, toujours chez Chakou qui n'est pas encore calé, on va poursuivre toujours dans le vent de l'actualité avec toujours notre invité, Émile. Alors, il faut dire qu'il y avait une assemblée générale qui était annoncée du côté du Tonnerre et que justement ça a avorté. Non, vous savez, lorsqu'on convoque une assemblée générale dans un club et que cette assemblée avorte, il faut comprendre qu'il y a des manquements. Les choses ne sont pas encore au point. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que cette assemblée puisse se tenir, pour que cette assemblée puisse avoir lieu. C'est la raison pour laquelle il y a eu report. Et je pense que dans les plus brefs délais, sans être dans les secrets de Dieu, du Tonnerre, je pense que cette assemblée aura bel et bien lieu dans les tout prochains jours. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que il y a violation de rôle, puisque on a un directeur qui prend la place du président pour pouvoir organiser l'AG. Est-ce que ce n'est pas par rapport à cela justement qu'il y a eu comment dirais-je, ce report, cet avortement, je pense que ce n'est pas exact. En tout cas, vous savez, nos clubs, les clubs de la capitale, la cité capitale, nous ont déjà habitués à cette cacophonie-là, où ça va dans tous les sens, où on cherche le pouvoir à gauche et à droite, les uns et les autres veulent mieux se situer. Il y a conflit de pouvoir, conflit de compétences. Tel veut organiser, l'autre estime que non, ce n'est pas de sa compétence. Alors, il y a conflit de pouvoir, conflit de compétences. Et je pense qu'il était de bon ton que cette assemblée soit reportée. Autrement dit, on aurait assisté à une certaine cacophonie où ça devait aller dans tous les sens, où les uns et les autres... Puisque l'année dernière, c'était la même chose. Et Tonnerre n'a rien gagné puisque Tonnerre n'est pas monté voilà. En Ligue 1. Justement. Tonnerre n'a que joué le maintien. Justement. Est-ce qu'on n'est pas parti dans ces mêmes querelles qui pourront justement tuer une équipe comme le Tonnerre qui est en train de... Je n'ose pas l'espérer, monsieur Ndogmo. Je n'ose pas l'espérer parce que au stade actuel des choses, où se situe le Tonnerre qui part de son piédestal pour descendre là où il se trouve à l'heure actuelle, ce qui n'augure pas des lendemains meilleurs pour un club de la capitale. Vous suivez mon regard, ce n'est pas le seul club d'ailleurs. Ils sont nombreux qui sont déjà dans cette situation-là. Ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Alors, si l'Assemblée générale est reportée, je pense que c'est de bonne guerre, c'est une bonne chose. Et il faut que les uns et les autres puissent se retrouver dans leur rôle. Alors, je pense que si vous étiez demandé de trouver une solution, parce que depuis l'année dernière, on a su jouer à ces querelles, si on vous demandait quelle est la solution, on est ça pour redorer le blason Tonnerre? Pour redorer le blason, ce n'est pas seulement le blason. On ne plus ce genre de querelle à chaque début de saison. Monsieur Ndogmo, permettez, ce n'est pas seulement le club Tonnerre. Je dois dire que pour redorer l'image d'une société, que ce soit une entreprise ou que ce soit un club, il faut d'abord taire les querelles. Le premier point, c'est celui-là. Taire les querelles. Le linge sale se lave en famille, vous vous asseyez et vous résolvez votre conflit. Si conflit il y a, et c'est d'ailleurs le cas à l'heure actuelle, il me semble qu'il y a un conflit de compétences, une lutte de pouvoir. Il faut d'abord taire ces querelles. Si on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Alors, si on ne ménage pas sa monture et qu'on va s'asseoir pour prétendre vouloir monter en première division ou je ne sais pas quoi, on ne peut même pas gagner un moindre match ou glaner un moindre point. Je pense que la première des choses, pour répondre à votre question, c'est de taire ces querelles pour des lendemains meilleurs. Alors, pour terminer dans ce vent de l'actualité, on va poursuivre avec le Ballon d'Or. Il faut dire que Aboubakar Vincent est dans la shortlist avec l'Égyptien, le nom m'échappe, Salah. Ces deux sont vus par beaucoup comme les potentiels futurs Ballon d'Or. Alors, réaction? Vous savez, le Cameroun a toujours été
un peu trop jugé, je dois dire jugé avec trop de rigueur, trop de sévérité, quand il s'agit de l'attribution de ce trophée-là. Le Ballon d'Or, les Roger Mila, les Samuel Eto'o et autres, si au jour d'aujourd'hui, Vincent Aboubakar s'inscrit dans la shortlist, je pense que nous ne pouvons que croiser les doigts. Alors, et je ne peux opter que pour mon compatriote qui est Vincent Aboubakar. Je ne saurais traverser Vincent Aboubakar parce que il faut bien dire que il y a un proverbe qui dit chez nous que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si moi je ne vote pas pour Vincent Aboubakar, qui ira voter pour lui? Non, je pense que en ce moment, Vincent Aboubakar a le vent en poupe. Il fait les beaux jours de son club. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux ont fait particulièrement des saisons tonitruantes. Il faut dire que d'un côté, on a Aboubakar Vincent qui est champion d'Afrique. Du côté de l'Angleterre, on a Salah, qui fait les beaux jours de ce côté, qui est parmi les meilleurs buteurs. Et véritablement, lorsqu'on regarde, la balle va se jouer justement entre ces deux-là. Dans les détails, c'est vrai qu'il y a Aubameyang qui vient aussi à la rescousse. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que de ce trio, justement, sauf si il peut avoir un cas de force majeure, le futur Ballon d'Or sortira quand même parmi ces trois. Oui, le futur Ballon d'Or sortira parmi les trois. C'est la raison pour laquelle je vous dis, s'il faut faire un choix, tel que vous avez posé la question, tel que votre question est libellée, s'il faut faire un choix entre Aubameyang et Salah, Vincent Aboubakar, je vous dis tout de suite, non, je choisirai mon compatriote, je voterai pour mon compatriote Vincent Aboubakar. Parce qu'en ce moment, il a le vent en poupe. Et je pense qu'il mérite bien le Ballon d'Or. S'il vraiment, il fallait faire un choix, je pense que je voterai pour mon compatriote Vincent Aboubakar. Alors on va poursuivre toujours dans le vent de l'actualité avec l'Aigle Royal de Tchang. L'Aigle Royal de Tchang qui tenait justement, qui devait tenir son assemblée générale aussi du côté de Tchang ce week-end. Malheureusement, ça a aussi avorté de ce côté par perte de troubles dans la ville de Tchang. Olivier Ndogmo, je ne voudrais pas un peu vous blesser parce que en parlant un peu de l'Aigle de Tchang dans un mauvais sens, dans le sens contraire de votre espérance, je pense que ça risque de vous irriter, de vous froisser. En fait, l'Aigle de Tchang s'inscrit en droite ligne de ce qui se passe dans le cas Tonnerre. Et les choses, par souci de limiter les dégâts, il a fallu que l'Assemblée, il a fallu que cette assise soit reportée parce que en fait, les parties prenantes n'étaient pas d'accord, ne sont pas en harmonie. Il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup d'eau qui coule sous le pont. Alors, il faut s'asseoir, il faut d'abord taire ces querelles. Et vous savez que l'Aigle de Tchang, je ne vous apprends rien, au niveau du classement, l'Aigle de Tchang, ça n'a pas été ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous fais comprendre que l'Aigle de Tchang, c'est presque la même situation avec le cas Tonnerre. C'est pas étonnant, c'est pas surprenant. Vous le pensez, on a une équipe qui est quand même en première division. Oui, c'est la seule différence. L'Aigle est en première division. L'Aigle est resté en première division, bon gré, mal gré. Ça n'a pas été facile. L'Aigle a dû se battre contre vents et marées pour rester en première division. Et ce n'est pas facile. Le championnat, quand le championnat reprendra ses lettres de noblesse, droit de cité, vous comprendrez qu'il faudrait bien que l'Aigle de Tchang s'arme de beaucoup de courage, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de force pour pouvoir se hisser ou alors partir de son positionnement actuel pour se hisser au sommet ou si possible. Parce que en ce moment, compte tenu des conflits qui règnent au sein de ce club en ce moment, ce n'est pas donné, ce n'est pas chose aisée. Pour justement faire une belle saison, il faut justement tenir une bonne assemblée générale qui pourra justement taire les querelles et justement regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Justement. Alors, on va marquer le premier arrêt de 90 minutes chrono qui est consacré à la revue de la presse cybernétique.
marqué le premier arrêt de 90 minutes chrono qui est consacré à la revue de la presse bénétique. Il faut dire que beaucoup de titres justement d'information ont été développés, notamment la Coupe du Cameroun, la prestation de nos différents lions du côté de l'Occident. Prenons le pouls de l'actualité à travers la revue de presse. Début notre revue de presse cybernétique par le site internet 45x2 qui nous informe que Nicolas Julien Koulou a ouvert son compteur but opposé à Atlanta dans le cadre de la 15e journée. Le défenseur camerounais s'est offert son premier but. On poursuit avec le site Camfoot qui nous informe que l'ACFAC veut poursuivre Tombi Aroko en justice. Accusé de mauvaise gestion et d'avoir torpillé les textes de la Fédération camerounaise de football, l'ancien président dessus est dans le viseur de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, dont l'Assemblée générale a eu lieu le 2 décembre dernier. Total Foot 24 a jeté son dévolu sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 avec un point d'honneur sur le Sénégal, dont l'entraîneur Aliou Cissé pense que ce sera difficile. Presse Sport nous informe que les clubs du Nord-Ouest menacent de boycotter le championnat. La relégation de PW de Bamenda en Ligue 2 suite à la décision du CCA donnant raison à Botafogo dans le litige qui l'oppose à Fofu de Baham serait la goutte d'eau qui a débordé le Val. La Symbiose nous informe que l'Assemblée générale de l'Aigle Royal de la Mer Noire a été renvoyée. Initialement prévue pour le 3 décembre, la réunion a été reportée à cause des signes annonciateurs de troubles. Terminons par le site Football 237 qui nous informe que la Coupe du Cameroun est prévue pour le 10 décembre. Alors, il nous a enfin rejoint sur ce plateau. C'est Chakou, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je m'excuse d'ailleurs auprès d'eux, vous savez, c'est pas la ponctualité, c'est la politesse des rois. Et compte tenu du fait que je suis venu un peu en retard, je m'excuse auprès de nos téléspectateurs. Alors avec vous, je vous reçois avec l'Aigle de Tchang, un club que vous aimez tant. L'Assemblée générale a été renvoyée. Non mais Olivier, tu n'es pas obligé de dire que j'aime l'Aigle. Moi je n'aime pas l'Aigle de Tchang, c'est une équipe que je regarde tout simplement. Bon, l'Assemblée a été renvoyée, ça prouve à un certain moment l'amateurisme, le management quelconque, nauséabond et pestilentiel qu'on observe de ce côté, parce qu'il est inadmissible que vous programmez un événement comme celui-là et qu'au bout d'un certain temps vous le renvoyez sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles vous avez renvoyé l'Assemblée. Bon, ça prouve tout simplement que la saison sera très agitée du côté de l'Aigle Royal de la Mer Noire. Bon, moi j'ai suivi le président Dormo faire une sortie médiatique où il racontait tout un tas de trucs, comme il allait chercher les partenaires en Italie, c'est monté dans les patati patata, mais non, ça c'est la gnognotte. Parce que quand même, à un certain moment, il faut qu'on soit sérieux. Lorsqu'on a un club professionnel au Cameroun, le plus important d'abord, c'est de ratisser le marché interne. Mais lorsque vous laissez tout ce que vous avez ici comme possibilité pour aller en Italie, tous ces autres, ben, je veux bien. Qu'est-ce que les locaux vont devenir? Bah, tous ces autres, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Bon, et chercher les partenaires. Bah, bon, j'attends le voir. Mais je dis, l'Aigle de Tchang, c'est une équipe qui, depuis pratiquement 2 saisons qu'elle est montée, flirte généralement avec la relégation. Oui. Et vous savez, et en la matière, il y a une preuve de chez nous qui est claire. C'est pas le même jour qu'on mange le chien qu'on attrape la gale. Pas du tout. Ça veut dire que le jour où l'Aigle ne pourra pas refaire, je vais dire quoi, se structurer. Parce que quand même, ce département, c'est un très grand département qui a beaucoup de grosses têtes. Mais je suis parfois surpris de constater que l'Aigle Royal de la Mer Noire n'a pas un centre de formation, n'a pas des équipes réserves, n'a pas de stade pour tout un grand département comme la Mer Noire. Alors, c'était au moment où il est important que tous les clubs camerounais se structurent dans ce sens. Du style, lorsqu'on va par exemple dire Aigle Royal de la Mer Noire, que vous avez par exemple les catégories des jeunes, les juniors, bref, un peu comme cela. Pourquoi ne pas avoir une équipe féminine, tous ces autres? Mais vous allez voir, c'est tout le temps le même scénario. Il y a une équipe A qui joue le championnat d'élite. Les élites se rassemblent de temps en temps, cotisent un peu d'argent. Non, ces clubs vont traverser ces étapes-là. Oui. Parce que moi, je me dis, pour une équipe comme l'Aigle Royal de la Mer Noire, ce qu'on peut faire pour une équipe comme ça, c'est de mettre sur pied peut-être une agence de voyage baptisée Aigle Royal Voyage, qui va produire de l'argent et financer l'équipe. En fait, une politique financière. Mais vous allez chercher des partenaires en Italie, tous ces autres, ben, je veux bien que ça marche, mais toujours est-il, ça sera très difficile. En tout cas, chacun a sa stratégie et justement le président Dormo, encore président de l'Aigle de Tchang,
justement ces stratégies. Et on est sûr justement que pour la saison qui est annoncée, que l'Aigle pourra voler très haut. Alors, c'est Chakou, on va sortir par là. Hein. La date de la Coupe du Cameroun est enfin connue. Elle sera jouée dimanche 10 décembre. Bah, mais écoutez, vous savez, le Cameroun baigne tout le temps en eau trouble. Parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait que pour un événement comme celui-là, avant le début de chaque saison, on connaît qu'il y aura finale de Coupe du Cameroun. Ben mon Dieu, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on doit traumatiser les joueurs? J'appelle ça un traumatisme. Vous allez voir un préparateur physique qui a préparé son équipe pratiquement pendant près de 2 saisons, pendant près de 2 semaines pour jouer un match. Le jour J, on vous dit non, on a renvoyé pour des raisons dont on ignore. Mais à un certain moment, et c'est la raison pour laquelle le plus souvent, vous allez vous rendre compte que les finales de la Coupe du Cameroun sont parfois pâles, tristes, il n'y a pas de spectacle. Des gars se sont préparés pour jouer un match. Le jour J, on leur dit non, on a renvoyé. Maintenant, on les reprogramme lorsqu'ils ne s'attendaient pas. Quelle préparation vous allez faire en ce moment? Vous allez voir la saison, quand ça finit le 10, ils vont reprendre le championnat peut-être le 21, parce que je dis encore peut-être, parce que avec la Ligue, on ne sait pas sur quel pied danser. Ils peuvent revenir le 21, vous redire encore non, c'est en février. Et on sait que le football a une saison sportive à 3 phases. La phase d'avant-saison où les équipes se préparent. Ils font des recrutements, ils font des préparations physiques. Bref, tout ce que ça va avec pour être prêt à jouer sur 10 mois. Après, il y a une trêve qui peut durer 1 mois en fonction de la longueur du championnat pour permettre aux organismes de souffler un tout petit peu. Et on reprend pour terminer la deuxième phase du championnat. Mais lorsqu'on va arriver à un scénario sur lequel un championnat se joue sur 12 mois, parce que pratiquement c'est sur 12 mois. Bon, dites-moi comment est-ce que les gars vont produire le spectacle qu'on attend d'eux? Je ne pense pas. Dans ce moment, je pense que les dirigeants de notre football doivent rentrer à l'école, doivent se former, doivent qu'ils n'aient pas honte, qu'ils se rendent compte à l'évidence que non, ils ont beaucoup merdé. Parce que j'ai dit tout le temps que j'ai l'occasion, le problème de notre football en principe, c'est le management, ce sont les dirigeants. Parce que vous savez, pour une victoire sportive sur le terrain, la prestation des joueurs ne compte que maximum à 30%. Le reste des 70% se joue en amont avec la préparation, tout ce que ça va avec. Mais lorsque ces 70% sont fauchés, et que sur les 70%, vous avez peut-être 15%, mais mon Dieu, même si les gars sur le stade réussissent à avoir 30%, ce qui est difficile, vous voyez tous ceux qui n'auront pas la moyenne pour gagner le match. Vous allez voir des gars qui pouvaient avoir des belles prestations, un gars qui se préparait parce qu'il savait que une finale de Coupe du Cameroun sera télévisée par plusieurs chaînes de télévision. Je serai vu, je vais donner le meilleur de moi, pourquoi pas, pour décrocher un bon contrat. Mais après, on vient vous dire c'est annulé. Un annonceur, peut-être un gros diffuseur qui avait choisi de jeter son dévolu sur la Coupe du Cameroun. Vous croyez qu'il va vous prendre encore au sérieux? C'est-à-dire qu'il a engagé des moyens pour couvrir l'événement. Il a engagé tout ce que ça va avec. Il a des partenaires, des gros annonceurs sont venus souscrire par rapport à cet événement. Le jour J, on vous dit, on a renvoyé la finale. Mais désormais, on va vous dire, non, attendez, on va vous observer pendant des années pour voir si vous êtes sérieux. C'est en ce moment qu'on pourra venir. Notre championnat, vous croyez que, quand je regarde le championnat kenyan que Super Sport diffuse, le championnat ivoirien que Canal Plus diffuse, vous croyez que c'est parce que ces gars sont plus talentueux que nous? Non. C'est parce qu'on n'a pas de calendrier fixe. Vous allez voir par exemple Canal Plus 6, Canal Plus s'engage à venir diffuser le championnat camerounais et qu'on va renvoyer 3 fois le début de la saison. Mais ils n'ont pas ça. Il n'y a plus de sérieux. Donc, alors, nos dirigeants doivent rentrer à l'école. Oui, sauf que je ne partage pas totalement ce point de vue. Le calendrier de la finale de la Coupe du Cameroun ne dépend pas totalement et entièrement des autorités. Est-ce que ce n'est pas un manquement? Non, écoutez, ce n'est pas un manquement. Parce qu'il faut déjà comprendre que non, je ne vais pas compliquer les choses. Je vais juste lever un pan de voile. Parce qu'il faut déjà comprendre que la finale de la Coupe du Cameroun ne peut se tenir en l'absence du chef de l'État. Il y a déjà ça. Si. Il y a déjà eu, on a déjà joué des finales sans l'ensemble du chef de l'État. Oui, combien de fois? 2 fois, si je ne me trompe pas. Non, avec Inoni Ephraim et une fois à Douala, je pense bien. Voilà, vous dites bien, avec 2 fois, vous parlez bien de 2 fois. Pour un pays comme le Cameroun. Non, habituellement, nous avons la présence du chef de l'État au stade. Et c'est lui qui doit remettre les trophées. Vous savez que c'est ce jour que tous les grands sportifs camerounais espèrent recevoir leur récompense des mains du chef de l'État. Et compte tenu du calendrier chargé, calendrier diplomatique du président de la République chargé ces derniers temps, vous comprenez qu'on a dû reporter pour ces raisons-là. On ne va oui. On sait que le défilé, par exemple, c'est pas oui, comme si vous comprenez donc que non, en fait. Il faut donc aller une date.
je vous dis, je suis d'une part, je ne partage pas totalement son point de vue, mais j'ai dit d'une part, il faut comprendre que la présidence de la République est impliquée dans l'organisation de la finale de la Coupe du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, à mon humble avis, il serait souhaitable que tous ces clubs, que les deux clubs faisant partie de la finale du Cameroun soient toujours en alerte. Maintenant, la date a déjà été fixée. Alors, les uns et les autres savent sur quel pied danser. C'est vrai qu'il y a eu décalage, il y a eu juste un petit décalage d'une semaine. Bon. Pour vous, une semaine, c'est petit, monsieur. Non, mais écoutez. Mais vous n'êtes pas sérieux, là. Non, mais écoutez, c'est pas aussi grave que ça. Vous ne faites pas les stats. Non. Que tirez-vous du cas New Star qui est rentré à Douala? C'est de ça que je suis en train de parler. Oui, une semaine, vous avez parlé tout à l'heure des 13 millions. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais comprendre que les 13 millions étaient en guise de préparation. Ce n'était pas une récompense, c'était en guise de préparation. Et est-ce que vous allez me faire comprendre que les 13 millions sont déjà finis? C'est la raison pour laquelle New Star est rentré sur Douala? Je vous dis non, ce n'est pas forcément la raison. En tout cas, bon. Ce qu'on retient, c'est que la finale se joue dimanche. Dimanche, voilà. On va assister à une très belle rencontre. Et nous espérons, nous osons croire, tout à fait. Plus gagner. Alors, on va en train de plein pied dans les équipes nationales avec les Lions A'. Donc, le sélectionneur national Rigo Besson a tenu récemment une conférence de presse pour baliser justement les contours de la préparation de son équipe. On parle vraiment de préparation face au pays organisateur, le Maroc. Prenons ce reportage. Rigobert Sombana, au cours d'une conférence de presse, a dévoilé ce 25 pour la 5e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des nations amateurs. Seuls 23 effectueront le déplacement pour le Maroc. Son programme de préparation pendant cette trêve de notre championnat est aussi connu. 3, 24, 25, de passer les fêtes en famille et essayer de revenir avec un moral plus actif. Donc, et je reprends le 27, qui va me permettre le 27, 28, ça va permettre à un départ pour le Cameroun, être déjà, parce qu'il faut l'acclimatation. Et en dehors de ça, il faudrait qu'on se mette déjà dans les compétitions, c'est-à-dire profiter de l'endroit où on va être au Maroc, pour que nous puissions faire des matchs amicaux avec des équipes qui ne sont pas dans notre pôle. Pour le moment, nous sommes en contact avec les connaissances que nous avons par rapport aux gens que nous connaissons aussi, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourra, nous, essayer de faire des matchs sur place. Pour ce qui est des joueurs convoqués, la responsabilité est revenue au team presse de rendre public les heureux élus. Maximilien of Aigle of the Menoir, Tienche Alphonse Marie of Eding, Kaou Fabril of Coton Sport, Omosola Mejo Simon Loti of Coton Sport. Le Cameroun n'a jamais traversé l'étape des quarts de finale de cette compétition. Ses adversaires sont le Congo-Brazzaville, l'Angola et le Burkina Faso. Mais le sélectionneur dit ne pas connaître véritablement les équipes de son groupe. Pour bien asseoir sa préparation, un match amical est envisagé avec les Lions de l'Atlas d'Hervé Renard, qualifiés pour la Russie 2018. Chakou, Rigo Besson convoque 25 joueurs en période, n'est-ce pas, au dernier, comment dirais-je, dernier préparatif pour le CHAN. 25 joueurs, dans cette liste quand même des ténors, il y a Pangop, il y a Limbi, il y a David Eto, quand même des joueurs qui ont montré des bonnes choses lors du championnat. Des joueurs qui ont montré des bonnes choses lors du championnat, je ne veux pas qu'on entre dans ce débat, parce que si nous essayons de disséquer cette liste dans son anatomie interne, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire concernant la liste. Bon, maintenant, le plus important, c'est que Rigo, lui, a sa liste. Et vous savez, moi, je fustige un peu cette façon de faire les choses. On va convoquer 25 joueurs. Au finish, recaler 2 joueurs.
c'est pour faire des malheureux. On pouvait tout juste envoyer la liste actuellement. Oui. Qu'est-ce qui a traumatisé les enfants? On sait très bien que c'est 23 personnes qui iront, mais on convoque quand même 25. Les deux autres... Que deviendront les restants? Les deux autres seront recalés et ça va les frustrer. Ailleurs, on convoque une fois les 23. On n'a pas besoin de traumatiser les enfants. Parce qu'au finish, on sait comment ça va se passer. On va entrer dans des choses un peu bizarres, tous ces autres. Pourtant, Rigobert pouvait convoquer les 20. Il connaît déjà quel joueur sur qui il peut compter. Il n'avait qu'à convoquer les 23, faire les stages avec les 23, voyager avec les 23. Imaginez, vous croyez que c'est pendant ces 2 semaines-là que quelqu'un qui n'a pas pu démontrer quelque chose va encore démontrer? Non, c'est léger ça. Donc, en ce moment, Rigaud devait convoquer les 23 jeux uniquement, leur faire confiance, lancer la préparation. Moi, je me souviens encore, lorsque Luis Felipe Scolari, l'entraîneur du Brésil lors de la Coupe du Monde 2014, pour éviter que les gens s'immiscent dans ces listes, il a fait sa liste 1 an à l'avance. Il a dit, voilà les 23 Brésiliens qui seront retenus pour la Coupe du Monde. Je vais seulement faire les préparations. Je pense quand même qu'à un certain moment, un entraîneur qui a un groupe qui maîtrise pendant longtemps, il peut prendre sur lui le risque de faire cela. Vous avez également Deschamps qui n'est pas loin de faire cela parce qu'avec l'affaire Benzema qui est en train de courir les rues, le lobby Benzema s'est déjà mis en branle pour mettre une pression énorme sur Deschamps pour que Deschamps amène Benzema en Coupe du Monde. Ne suis pas surpris que même en février, Deschamps vous dit, ben voilà ma liste de 23. Parce qu'à un certain moment, quand vous êtes sélectionneur, vous allez voir un enfant, vous allez le renvoyer après tout ça. Ben, quel message on envoie? Pourtant, on a besoin actuellement d'un groupe solide où tous ceux qui seront dans la dernière phase de préparation seront ceux qui iront au Maroc. Et on connaît que dans ce monde, certains vont utiliser d'autres méthodes. Donc, moi, je ne sais pas pour, n'est-ce pas, mettre la pression sur le sélectionneur de les retenir. Pourtant, Rigaud devait tout simplement faire sa liste de 23. Dit, bon, voilà mes 23. Envoyer la liste à la CAF, faire une liste de réservistes. Au cas où il y a blessure, tel peut intégrer, tel peut intégrer, ainsi de suite. Parce que là, actuellement, je ne vois pas ce qui va revoir, qui n'a pas pu voir dans ce lot de 25 jours. Est-ce que Mibekouno partage cet avis de Serge Tchakou? Oui, d'une part, je partage son point de vue parce qu'il me souvient une fois, il y a des jeunes qui sont partis comme ça, qui ont fait près d'un an. Ils étaient en stage bloqué, et ils se sont préparés et tout, mais au finish, ils n'ont pas, parce qu'il faut déjà comprendre qu'un jeune qui est en sélection nationale, il abandonne ses études, il abandonne tout, il perd tout pour se consacrer à l'équipe. Et maintenant, lorsque la compétition n'aboutit pas, ou alors ils sont recalés, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ceux-là? Ils perdent tout. Au finish, vous vous retrouvez sans rien, peut-être même rejeté par votre famille. Et je pense donc que, pour corroborer avec ce que Serge dit, je pense que c'est tout à fait clair que Rigobert sorte la shortlist de 23 joueurs, parce qu'on sait qu'en réalité, c'est les 23 qui vont partir, mais au lieu de passer à 25 joueurs et de renvoyer encore 2 autres, je pense que ça cause un petit problème. Ça cause même un grand problème, même pas un petit problème, un grand problème. Alors, c'est Tchakou, l'enjeu pour Rigobert à cette compétition, c'est de faire mieux que Noumbé Bosso, si je ne me trompe pas, qui était arrivé justement en quart de finale. Et Rigobert qui voit plus loin, il dit qu'il va remporter le titre. Mais au cours de la conférence, Rigobert a dit qu'il ne connaît pas ses adversaires. Vous savez, Rigobert lui voit déjà ses ambitions à la baisse. Parce que c'est le même qui avait déclaré une fois qu'il s'en va au Maroc remporter le CHAN. Bon, peut-être il a écouté toutes les analyses qu'on passe le temps à faire un peu de partout. Et on lui a fait comprendre qu'il sera très difficile pour lui de remporter cette compétition. Lorsqu'il dit qu'il ne connaît pas ses adversaires, c'est dommage. Ce n'est pas nous qui allons lui apprendre ses adversaires. Vous savez, lorsque vous êtes sélectionneur national, l'une de vos missions également, c'est de suivre, n'est-ce pas, ce que font vos adversaires, lors de leur rencontre. Parce que, il y a la matière, il peut compter sur nous. Nous, on va essayer de lui dire que les équipes qui va rencontrer... De lui filer les informations nécessaires. Les informations, parce que, en tant que Camerounais, je souhaite de tout cœur que mon pays triomphe au terme de cette compétition. Mais en parlant des adversaires de Rigobert qui dit qu'il ne connaît pas, je tiens à lui rappeler que toutes les équipes qu'il va rencontrer regorgent en son sein des gars qui ont plus de maths dans leur jambes sur le plan international que nos gars. Parce que si vous prenez par exemple l'Angola, le statut de l'équipe A, c'est
l'équipe A'. On essaie juste de prendre quelques gars qui sortent pour rafistoler et former l'équipe A'. C'est-à-dire que c'est les gars qui jouent les qualifs pour la Coupe du Monde. C'est les gars qui ont joué les qualifs pour la Coupe d'Afrique. C'est les gars qui jouent également les compétitions africaines, à savoir Champions League. C'est-à-dire que sur le plan international, c'est des gars qui sont calés. Ils ont beaucoup de mal dans les jambes. Si vous prenez le Congo-Brazzaville, c'est le même scénario. Vous prenez le Burkina Faso, c'est le même scénario. Donc, à l'exception du Cameroun, où nous avons une équipe A' qui n'a absolument rien à voir avec l'équipe A. Là, il faut le dire. C'est peut-être dur, mais il faut le dire. L'équipe A' du Cameroun n'a rien à voir avec l'équipe A. À l'exception de Pangop, qui a 2 matchs dans les jambes. Et quel match même? Contre l'Algérie, il lance à moins de 3 minutes, il inscrit son but. Contre la Zambie, à Dola, il lance à la deuxième mi-temps, à la deuxième période et joue tout un match. À l'exception de lui, aucun autre joueur n'a déjà eu le plaisir de goûter des grandes compétitions internationales. Maintenant, si on parle des qualifs, le Cameroun s'est qualifié en battant Sao Tomé et Principe, où ces gars ont eu 2 matchs dans les jambes sur le plan international. Les gars de Coton Sport de Garoua, qui ont joué la Champions League, ont eu à jouer quelques matchs. Vous avez également certains anciens qui ont déjà eu à jouer cette compétition, à savoir le gardien de l'Union de Dola, qui était déjà là la dernière fois. Il y a aussi des joueurs qui ont joué des compétitions. Il y a des joueurs, mais vous savez, à un certain moment, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui a joué une compétition où il est rentré dès le premier tour, ou il a joué une compétition où il n'a pas de le meilleur de lui, et une personne qui joue l'équipe nationale A', vous voyez tout de suite qu'il y a un très grand fossé entre les deux. Moi, en son temps, j'avais expliqué que les 2 matchs qui venaient pour la Coupe du Monde, à savoir Algérie et Zambie, on devait utiliser cette équipe A' pour préparer les gars, parce que on devait utiliser ces 2 matchs pour préparer le CHAN qui s'annonçait déjà en janvier. Bon, certainement, ils ne nous ont pas écoutés. Pourtant, ça devait être une possibilité pour ces gars de se frotter à des sparring partners de très haut niveau. Bon, maintenant rendu. On parle du Maroc. Bon, le Maroc, vous savez, bon, je ne pense pas que aller à cette compétition, c'est aller battre le Maroc. Parce que vous avez l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc qui s'est qualifiée avec brio et maestria pour la Coupe du Monde, l'a fait en ne concédant aucun but. Et dans cette équipe du Maroc, vous avez pratiquement 6 joueurs qui jouent également chez les A'. Et de ces 6, vous avez également les gars du WAC qui ont remporté la Champions africaine. Vous avez vu la finale à la Ligue, le WAC de Casablanca? Mais j'avais la chair de poule. Le rythme, la vitesse, ça allait très vite. Ça allait très vite. Mais c'est sûr, est-ce que vous ne pensez pas que le cas gabonais peut se refaire lors de ce champ avec une équipe qu'on n'attendait pas? Vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit qu'on arrache le champignon sur le caillou 2 fois. On a eu cette chance-là de remporter la Coupe d'Afrique au Gabon, mais cette fois-là, c'était avec des gars qui avaient quand même une petite expérience. Parce que lorsque vous prenez Vincent Aboubakar, il a 2 Coupes du Monde. Vous prenez Nicolas Nkoulou, il a 2 Coupes du Monde. Vous prenez des gars comme Ondoa, il avait déjà quand même joué une Coupe d'Afrique. Vous prenez, bref, il y avait des gars qui avaient déjà goûté au haut niveau à un certain moment. Vous voyez? Vous avez des gars qui avaient joué, et des gars qui ont joué les qualifications pour la Coupe d'Afrique, ils ont joué pratiquement 6 matchs. Il y avait des gars qui avaient un certain vécu, qui avaient une certaine expérience. Et puis il voulait s'affirmer. Donc vous voyez que c'était pas facile. Ils avaient, n'est-ce pas, ils pouvaient s'en sortir et ils l'ont montré. Maintenant, lorsqu'on regarde notre équipe A', le fossé est assez grand. Les gars n'ont pas beaucoup d'expérience. N'ont pas l'expérience. Et quand on regarde, vous avez Union de Douala et UMS qui se taillent la part du Lyon, notamment en ce qui concerne l'effectif des joueurs 5-5, c'est 4-4. Ben, Union, on connaît le rang que Union a eu cette année en championnat. On connaît le rang que Union a eu. Bon, ce qu'on retient, c'est qu'on a un entraîneur qui est Hugo Besson, qui est confiant de ses joueurs et qui pense qu'il va faire mieux. Attendons voir. Alors, Émile Bekono, on va sortir de ce sujet avec vous, avec le cas Hugo Besson. Au cours de cette conférence, il a été un peu titillé par rapport à beaucoup qui le voient justement comme le potentiel successeur du Gobros. Waouh! Le potentiel successeur du Gobros, je ne vais pas m'aventurer dans ce genre de pronostic. C'est aller vite en besogne. Je ne pense pas encore. Rigobert, on a encore beaucoup à démontrer. Il y a le CHAN qui arrive. Je pense que nous n'en sommes pas encore là. Il doit d'abord démontrer au niveau de ce CHAN. Et je pense que
cette déclaration, ce retournement de la veste qui nous fait croire qu'il ne connaît pas ces équipes, je pense que c'est une très mauvaise déclaration de la part d'un coach, d'un DTN. Ce n'est pas bien, c'est pas une tactique. Et la déclaration n'est même pas la bienvenue. Parce qu'un coach, comme l'a si bien dit Serge, un coach se doit d'espionner. On appelle même ça l'espionnage sportif. On surveille tout ce que son adversaire a fait et quel est son palmarès, quel est son répertoire. Et c'est à base de ça qu'on prépare ces matchs. Alors, si toutefois, Rigobert, qui a sorti sa shortlist de 25 joueurs et qui nous fait croire qu'il ne connaît pas ses adversaires, ce n'est pas bien. Maintenant, deuxième point, cette histoire de préparation. Comme l'a dit Serge, nous avons un problème chez nous. Nous n'aimons pas les matchs amicaux. Nous n'aimons pas les matchs amicaux. Ça ne sert à rien de prendre des enfants qui n'ont pas du jus dans les jambes, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de compétition dans les jambes et qu'ils aillent se frotter pour la toute première fois à des hautes équipes, à des grandes équipes qui ont déjà une certaine expérience, qui ont déjà glané. Mais on nous parle d'une équipe comme le Maroc, celles lui auront croisé. Le Maroc, c'est pas le Maroc. Les joueurs, je ne voulais pas encore reprendre Serge. Le Maroc a des joueurs qui ont une certaine expérience, d'un certain calibre. Des joueurs qui sont même qualifiés pour le mondial à Russie 2018. Par une partenaire pour l'équipe. Alors, vous comprenez que lorsqu'on regarde notre liste, nous avons nos joueurs qui n'ont pas totalement cette expérience-là, qui manque il leur manque beaucoup de choses. Je voudrais me résumer en disant que il faudrait que les autorités compétentes puissent activer cette histoire des matchs amicaux. Les matchs amicaux, c'est très très important. Et avec des équipes de choix, il ne faudrait pas qu'on aille prendre le Cap-Vert pour dire que c'est un match amical. Non, il faudrait qu'on ait des équipes de poids, des équipes qui ont une certaine compétition dans les jambes, des équipes qui ont une certaine expérience. Et maintenant, dans le cas de la succession d'Hugo Broos, je pense que nous n'en sommes pas encore là. Attendons voir, wait and see, comme disent les anglo-saxons. Le champ est là, attendons voir et nous pourrons tirer les leçons. C'est Chaco? Oui, ben, moi je veux placer un mot concernant Rigobert Song qui succède à Hugo Broos, mais mon Dieu, ne rêvons pas. C'est pas encore ça. Et Rigobert Song, en matière d'entraîneur, il est encore un bleu. Et l'équipe nationale du Cameroun, c'est un or. Ah, voilà. On ne peut pas prendre un bleu pour mettre à la tête d'une sélection qui a 7 Coupes du Monde, 5 fois la Coupe d'Afrique. Les mêmes qui veulent que Rigobert Song soit sélectionneur national, c'est eux qui vont le détruire, c'est eux qui vont le déchirer quand il va échouer. Vous savez, on ne commence pas par jouer au ballon à l'équipe nationale. Tout comme on ne commence pas par entraîner par l'équipe nationale. Et puis, l'équipe nationale, c'est un couronnement, monsieur Bekono, s'il vous plaît. Oui, l'équipe d'où nationale, vient-il qu'on nous pose ces débats sur la table maintenant, là? Ça n'a pas sa raison. Non. Oui. C'est Chaco poursuivre. Bah, je crois qu'il faut qu'on soit discipliné. Quand tu parles, moi, je suis très taiseux. Allez-y, Serge. Donc, vous savez, quand on s'interfère dans les problèmes, ça nous fait perdre le fil. Moi, j'étais en train de dire, on ne commence pas par jouer à l'équipe nationale. Quand vous êtes un joueur, vous commencez par jouer en deuxième division D3, vous progressez, vous jouez en division d'élite. Vous tapez dans l'heure du sélectionneur, ça mène à l'équipe nationale. Idem pour l'entraînement. Vous ne pouvez pas commencer par entraîner à l'équipe nationale. Même déjà le fait que Rigobert Song entraîne les A', c'est un parachutage. Rigobert Song devait commencer par le Tonnerre. Non, écoutez, moi je suis pas dur. Justement, c'est ça le point dans notre pays, c'est que lorsque vous dites la vérité, ça devient que vous êtes dur. Il est en train de faire des résultats, ça. Non, quel résultat? Il a joué contre Sao Tomé et Principe. Moi-même, on me mettait là, je devais gagner Sao Tomé et Principe. Ah voilà, je savais que ça devait arriver. On me mettait là, je devais gagner Sao Tomé et Principe. Sans avoir un diplôme d'entraîneur. Non, j'ai dit, on n'a pas besoin. Je suis en train de montrer qu'il n'a pas encore fait le parcours. Oui. Il n'a pas le parcours pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Moi, je souhaite de Rigobert Song qu'il soit sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun et qu'il nous amène peut-être en Coupe du Monde Qatar 2022. Parce que de 2017 où nous sommes à 2022, il aura gravi des échelons. L'équipe nationale, c'est le couronnement de tout ce qu'on a déjà eu à faire à un certain moment. Lorsque vous regardez Rigobert Song, son seul vécu en tant que sélectionneur, c'est les A'. Et en termes de matchs, il a combien de matchs? En termes de coaching, dans le coaching, il a joué les matchs contre Sao Tomé. Je ne parle pas en match officiel. Le reste, c'était des matchs amicaux.
avec la Guinée équatoriale en aller-retour. Il a joué contre les équipes de région, tous ces autres. Mais dites-moi, c'est avec ça que vous voulez qu'il s'en va tenir l'équipe nationale? Non. Moi, je pense que Rigobert Song, il peut d'abord commencer par jouer avec, par mieux bien se comporter au CHAN. Il arrive même en demi-finale. Il revient au Cameroun, il prend une équipe d'élite. Il peut prendre, je sais pas, Aigle Royal de la Ménois. Il essaie de qualifier Aigle Royal de la Ménois même pour une finale de Coupe du Cameroun. Qu'il fasse ses classes. Au terme de cela, il peut même venir à l'équipe nationale comme adjoint, il apprend. Mais comment est-ce qu'on ne veut pas que dans notre pays, les gens se mettent à l'école? C'est pas parce qu'on a été très grand joueur qu'on va forcément devenir très grand coach. Et même grand joueur, il avait l'aura. Est-ce que c'est à l'équipe nationale qui viendra apprendre? Ce sera un très bon galop d'essai pour Rigobert Song. Alors, puisqu'on parle de Hugo Bros, il faut dire que la nouvelle est tombée hier. Le contrat d'Hugo Bros n'a pas été renouvelé par la partie camerounaise, à savoir le comité de normalisation. Et donc, la décision est sortie hier. Je propose qu'on prenne ce reportage et qu'on se fait une idée. D'égaliser juste avant le retour au vestiaire. Boubacar. Hugo Bros et les champions d'Afrique, c'est terminé. L'entraîneur national des Lions indomptables du Cameroun n'a pas vu son contrat renouvelé par le comité de normalisation. La faute aux nombreuses grèves qui lui sont reprochées. Il s'agit notamment de la sortie faite lors de la rencontre amicale face aux Super Eagles du Nigeria en Belgique, communément appelée Bruxelles, qui avait fait des choux gras des médias nationaux et internationaux, sanctionné par 3 demandes d'explication, dont l'intéressé lui-même. À cela s'ajoute le refus manifeste de plusieurs joueurs importants de rejoindre la sélection nationale. Toute chose qui démontre à suffisance que l'entraîneur-sélectionneur n'a pas pu respecter son engagement de préserver et améliorer la reconstruction de la sélection. Engagement non respecté parce que M. Bros n'a pas pu qualifier les Lions indomptables du Cameroun à la kermesse footballistique qui débute en juin prochain du côté de la Russie. Considérant l'impérieuse nécessité d'une préparation efficace et sereine de l'équipe nationale pour la CAN Total Cameroun 2019, le comité de normalisation, en sa session du 4 décembre 2017, à l'unanimité, a décidé de mettre fin au contrat de Hugo Bros. Porté à la tête de la sélection camerounaise il y a 2 ans, Hugo Bros aura tout de même gravé son nom dans la mémoire des Camerounais en remportant le titre de champion d'Afrique de l'édition gabonaise. Hugo Bros parti, les regards sont désormais tournés vers son potentiel successeur. Qui sera-t-il? Je souhaite ainsi. Pas terminé. Alors, la décision est tombée hier. Le contrat d'Hugo Bros n'a pas été renouvelé cette chaque jour. Et donc, ça veut dire que c'est terminé pour Hugo Bros avec la sélection du Cameroun. Ouais, c'est malheureusement terminé pour Hugo Bros parce que moi, je ne voudrais pas qu'on retienne du passage de Hugo Bros comme quelqu'un qui est un loser. Grâce à Hugo Bros, on a remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas donné. Il y a eu des entraîneurs capés qui sont arrivés ici, ils sont cassés les nez. Ils sont cassés le nez, même lorsqu'on avait une équipe très expérimentée. Je veux parler par exemple d'Arthur Georges qui était pourtant il a eu une très belle équipe. Il avait tout pour gagner la CAN, il ne l'a pas fait. Ils sont plein là qui sont arrivés, qui n'ont pas. Donc, je n'aimerais pas qu'on parle de ce monsieur comme quelqu'un qui ne savait pas, comme quelqu'un qui était là parce que il ne connaissait pas où aller. Je veux d'abord qu'on respecte l'homme parce qu'il nous a rendu service. Maintenant, lorsqu'on a dit cela, ça n'empêche pas qu'on fasse une analyse froide pour montrer quand même qu'à un certain moment, il était temps pour Hugo Bros qu'il, n'est-ce pas, aille chercher fortune ailleurs. Je le dis pourquoi? Parce que sur Hugo Bros, nous sommes sur 2 éliminations consécutives précoces. Lors de la Coupe des Confédérations, nous rentrons dès le premier tour. Bien. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, nous terminons 3e, malgré le fait que lui-même, il s'était donné les objectifs de finir 2e. C'est-à-dire, ton employé te dit, bon, qualifie-nous pour la Coupe du Monde. Toi-même, tu dis non. Cet objectif-là est très beaucoup. Alors, nous sommes, je peux seulement me battre pour finir 2e. Et que même cette 2e plan-là, vous ne l'obtenez pas, ça veut dire à un certain moment que vous n'êtes plus la personne pour le poste. La mieux indiquée. Maintenant, concernant Hugo Bros, lorsque moi je regarde l'homme, c'est un entraîneur qui est bon pour des équipes qui n'ont pas un grand aura. C'est un entraîneur qui est bon pour des équipes qui veulent encore se faire nom. Mais une fois que l'équipe est arrivée au sommet, il n'est plus la personne la mieux indiquée. Parce que regardez qu'il prenait l'équipe nationale du Cameroun pour aller au Gabon.
Personne ne comptait sur nous. Mais il a su galvaniser ces gars pour remporter cette compétition. La même équipe, c'est-à-dire la même équipe avec les mêmes joueurs, il n'a pas pu terminer deuxième dans une poule constituée du Nigeria, la Zambie et l'Algérie. Donc ça veut dire à ce moment que lui, lorsque les joueurs ont déjà pris la tête, il n'est plus capable de les gérer. Regardez tous les trucs qui ont circulé autour de la fausse ou de la vraie convocation de Kambi, tous ces autres. Ça veut dire à ce moment qu'il n'avait plus la maîtrise sur son groupe. Parce que quand même, avant la CAN, Hugo Broos avait la maîtrise, il convoquait qui il voulait. Il était quand même capable de garder un Choupo-Moting à la maison pour prendre un Djibtambe. Nous sommes allés gagner cette compétition. Donc, à un certain moment, j'ai dit, Hugo Broos, il a fait du travail. Mais à un certain moment, lorsque vous avez travaillé et que la tâche qui arrive n'est plus, vous n'avez plus les épaules assez larges pour supporter la pression qui viendra, la logique voudrait que vous les débarrasser au plancher. Et ce que nous allons organiser une Coupe d'Afrique au Cameroun, la pression autour de l'équipe nationale sera forte. Moi, je peux vous le dire dès à présent. La pression autour de l'équipe nationale sera très très forte. Au Gabon, il y avait une pression, mais c'est la pression qu'il y avait au Cameroun et qui aura au Cameroun lors de cette CAN en 2019 sera 100 fois supérieure à celle qu'il y avait au Gabon. À un certain moment, il faut un homme qui soit capable d'absorber cette pression-là. Et honnêtement, à mon humble avis, Hugo Broos ne pouvait plus absorber cette pression-là. Bon, maintenant, il va tout simplement falloir qu'on nous trouve vite un sélectionneur. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on entre aussi dans la normalisation du sélectionneur, perdre tout le temps, parce que les chantiers qui nous attendent sont assez énormes. Et si on accorde très peu de temps aux futurs sélectionneurs, on risque de ne pas voir le bout du tunnel lors de la CAN 2019. Alors, Émile Bekono, c'est officiel, là, Hugo Broos ne va plus sélectionner l'équipe nationale du Cameroun, mais ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a fait de très bonnes choses avec le Cameroun, notamment ce titre de champion d'Afrique que personne ne voit. Oh, Olivier Ndogmo, laissez-nous cette histoire de champion d'Afrique. Ça, ce n'est pas, vous n'allez pas dédouaner Hugo Broos, laissez. Ça, c'est un pan de voile, c'est de côté, c'est mis de côté, c'est botté en touche. Je dois dire que en réalité, la cacophonie n'avait que trop duré. Et le comité de normalisation a vu juste, le comité de normalisation a vu net. Parce que tout ce qui est anormal à l'Africa Foot, l'équipe nationale du Cameroun faisant partie de cette fédération, il était temps que les choses soient normalisées de ce côté-là aussi. Hugo Broos mis de côté. Je pense que c'est de bonne guerre. Nous l'avons crié, moi de toute façon, moi, j'assume mes propos. J'ai décrié ce fait depuis fort longtemps dans certains médias de la place. Voilà un entraîneur qui brille. Et je dois d'abord vous dire que le Cameroun est la première équipe nationale tenue par Hugo Broos. Et en tant que joueur d'abord, il n'a pas été aussi brillant que ça. Pour nous faire comprendre que c'était une légende. Non, laissez-nous l'autre là. Il n'a pas été aussi brillant que ça. C'est la première équipe nationale que M. Broos tient. Bien, vous avez parlé de la Coupe d'Afrique. Il arrive au Cameroun en 2016. Et nous remportons la CAN 2017 au Gabon. Bon, c'était, je dois dire, un coup de chance. Parce que lui-même, au cours d'une déclaration, s'il faut revenir, s'il faut fouiller les archives dans certains médias, nous allons retrouver cette déclaration où il nous fait comprendre que lui-même, il ne s'attendait pas. Et les médias lui ont donné un coup de pouce parce que ces médias qu'il a fustigés, ces médias lui ont dit non, le Cameroun, les Lions indomptables, c'est tout un patrimoine avec lequel on ne badine pas. Mais il en a pris cela comme si c'était des injures, au point où il s'est livré à des déclarations. Vous avez la déclaration de Belgique qui est devenue la Bruxelles Gate. Et vous avez des déclarations au retour même de cette histoire où il s'est livré à d'autres déclarations ici en estimant que les médias font tout pour ternir son image. Je me demande en quoi que les médias doivent être... C'était une fois... Moi, je lui avais déjà demandé s'il m'était donné de retirer cet tablier. Je lui aurais retiré cet tablier depuis fort longtemps. Bon, compétitivement parlant, on s'est fait éliminer précocement en Coupe des Confédérations.
On s'est fait éliminer précocement contre le Nigeria. C'est les mauvaises prestations. Non, je vous ai parlé. Le seul bilan est logique, comme vous voulez entendre. Ce n'est que la Coupe d'Afrique, la CAN au Gabon. Bon, citez-moi un autre exemple. Il n'y en a pas. On a attendu 15 ans pour pouvoir avoir Quel 15 ans? Vous n'allez pas me dire que c'est M. Bros qui a fait revenir la sérénité au sein des Lions. Pas du tout. Non, pas du tout. M. Bros arrive, il trouve que les uns et les autres étaient déjà en train de mettre les choses sur pied. Et que les choses étaient déjà là. On prend un entraîneur comme parachute. Comme parachute. Si vous entrez dans l'honnête, vous demandez le CV de M. Bros, vous aurez toutes les informations. Et on parachute au sein des Lions. Bien, si on a pu avoir une Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien. Mais, curieusement, quelques temps après, le Cameroun, les Lions innotables se retrouvent dans un cycle de défaites, dans un cycle de fuite où les joueurs boudent l'équipe nationale, près de 16 joueurs boudent le club, boudent l'équipe nationale. Ce qui n'est pas bien. Un entraîneur qui se livre à des choix de joueurs, qui estime que tel joueur est mieux. Si moi, tant que moi je suis entraîneur dans cette équipe, je ne pourrai jamais convoquer André Onana, je ne pourrai jamais convoquer tel Basogo qui est champion d'Afrique. Son entraîneur dit non, je ne peux pas le convoquer parce que, et puis ajoutons à cela le scandale de cette histoire de vente des joueurs, de place au sein de l'équipe nationale. Non, je pense que il y a eu beaucoup de manquements qui ont fait en sorte que Monsieur Bros n'a pas rempli son cahier de charge et il était temps que le comité de normalisation puisse mettre un point dans son contrat. C'est d'autant plus que nous avons une échéance. Je reviens à vous après. Je vous vois venir. Permettez. Je vais chuter tout de suite. Je vais chuter. Nous avons une échéance. Nous avons une échéance. Nous devons organiser la CAN et je pense que l'enjeu est énorme. Si on ne le fait pas maintenant, quand allons-nous le faire? Je pense que c'est normal que le comité de normalisation prenne cette décision. C'est clair. On vous a compris. C'est chaque fois dans les nombreuses griefs qu'accuse justement le comité de normalisation à l'honneur d'Hugo Bros. Il y a l'affaire du Bruxelles Gate. Il y a justement le manque de sérénité qui s'annonçait justement dans cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé de ne plus porter la tunique vert, rouge et jaune. Est-ce que ce non-renouvellement du contrat de Bros, est-ce que Bros lui-même n'est pas la cause? Bon, Olivier, vous savez, avant d'arriver là, je vais d'abord déconstruire un certain nombre de choses qui sont dites par M. Bekono. Je tiens d'abord à rappeler une chose, c'est que les 5 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde, Hugo Bros a gagné 4 de ces équipes. Le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Hugo Bros les a gagnés tous. Je tiens également par rapport à la déclaration de Bros sur le cas Bassogor où il dit si lui il avait 15 ans moins, Bassogor ne devait jamais le traverser. Moi je me souviens d'une déclaration fracassante qui a fait les choux gras de la presse à son temps. Cette déclaration de José Mourinho lors d'une conférence de presse qui dit jouer avec Benzema c'est comme aller à la chasse avec le chat. Vous savez, à un certain moment, l'entraîneur c'est celui-là qui sait quoi faire pour brusquer le moral de son joueur. Pour dire à son joueur, mais tu es en train de dormir, tu peux faire mieux. Je n'attends pas de toi seulement cela. Alors si c'est pour ça qu'on a renvoyé Hugo Bros, je vois très mal quel entraîneur viendra permettre que son joueur, sur qui il sait qu'il a un potentiel de 10, lui décide de servir peut-être 3. Je pense que lorsqu'on a fini de dire tout cela, on peut quand même dire que si c'est pour le critère sportif, je ne suis pas d'accord parce que Hugo Bros a eu quand même à réaliser des choses qu'on avait pu faire. Vous savez, depuis que le Cameroun a gagné sa première CAN en 84, on avait pu attendre aussi longtemps pour gagner notre CAN. On a gagné en 84 et 4 ans plus tard on gagne encore une autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sérénité. Maintenant, Hugo Bros est venu nous permettre de gagner ce CAN qui était déjà très très longtemps. La dernière fois c'est 2002. Hugo Bros est revenu 15 années après. Donc ça veut dire quand même qu'à un certain moment, je ne voulais pas qu'on traite ce grand entraîneur. Et parlant de son parcours, Hugo Bros a entraîné en Anderlecht, où il était champion de Belgique. Oui. Hugo Bros a entraîné en Algérie avec la JSK.
Kabylie, Hugo Broz a entraîné. Bon, je veux pas qu'on nous fasse comprendre. En dehors d'Anderlecht, c'est des clubs qui occupent quelle réputation? Non, quel entraîneur Anderlecht était champion de Belgique? Il était champion de Belgique avant Anderlecht. Et maintenant, moi, maintenant quand j'essaie un peu de regarder, moi, j'ai donné les raisons pour lesquelles, à mon avis, Hugo Broz ne méritait plus d'entrer l'équipe nationale. Parce qu'en 2019, il y aura une pression énorme autour de l'équipe nationale. Le sélectionneur doit être un homme averti, doit être un homme costaud, pointu, pour absorber cette sélection. Sinon, il va craquer. Et quand moi, je regarde Hugo Broz, c'est un entraîneur qui est fait pour les équipes qui vont jouer en embuscade. Lorsqu'on l'attend déjà, il ne peut plus produire le jeu. Regardez un peu pendant... C'est quel genre d'entraîneur? Non, il y a des entraîneurs comme ça qui ne peuvent pas jouer lorsque la pression est énorme. Lorsqu'il y a la pression, on va se retrouver certainement dans les défaites. La parole, permettez. Allez-y. Il y a des entraîneurs qui ne peuvent pas jouer lorsque la pression est très énorme. Il y a des entraîneurs qui peuvent jouer. Donc il y a des entraîneurs qui sont là pour faire déjouer les autres. Lorsqu'on les attend qu'ils produisent le jeu, ils ne vont pas le faire. Et Hugo Broz, n'est-ce pas, s'aligne dans ce sillage d'entraîneurs-là. Et maintenant... Lorsqu'on veut nous faire croire que Hugo Broz, lui, il a joué où? Mais je suis désolé, on n'a pas besoin d'être... Non, je n'ai pas dit il a joué où. Je réitère mes propos. Il n'a pas été aussi fameux. Il n'a pas été fameux. Oui, justement, voilà, c'est de ça dont il est question. Il a été joueur. Il n'a même pas été avançant. Il a été joueur. On n'a pas besoin d'être un... Vous pouvez taper sur le nez. Il n'a pas été pour fameux. Être un très grand entraîneur. Celui qui se fait appeler depuis un certain temps en Angleterre de Only One, José Mourinho, il a joué en 12e division au Portugal, Belenenses et Rio Aves. C'était dans les années 82. Oui. En tant que footballeur, il n'a pas eu une grande carrière. Il n'a même pas joué en première division. Il a joué à Belenenses et à Rio Aves où il a inscrit peut-être 2 buts. Oui. Mais aujourd'hui, on connaît la carrière qui est sienne. Je vais encore vous prendre des grands joueurs qui ont été des mauvais entraîneurs. Sauf que Hugo Broz, c'est pas José Mourinho. Non, ce n'est pas le même cheminement. Ce n'est pas un débat, Hugo Broz. Je suis en train de dire, on n'a pas forcément besoin d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur. Je vais aussi vous prendre des grands joueurs qui n'ont pas été des grands entraîneurs. Diego Armando Maradona, El Pibedero. Oui. Il était un très grand joueur, mais il s'est cassé le nez à chaque fois qu'il a voulu s'aventurer dans ce couloir. Alors, cher Chakou, je vous relance. Alors, le comité de normalisation a essayé d'énumérer les nombreuses gaffes commises par Hugo Broz. J'ai parlé tantôt, n'est-ce pas, de ces joueurs qui refusaient, qui ont boudé l'équipe nationale. Il y avait l'affaire de Bruxelles Gate. À cela s'ajoute justement la sérénité qu'on ne voyait plus dans l'équipe. Alors, est-ce que ce n'est pas cela qui sont les causes de ce non-renouvellement du contrat du Hugo Broz? Oui, je veux bien qu'on parle des manquements du Hugo Broz. Il faut aussi qu'on nous parle des manquements de la fédération à cette époque. Vous trouvez ça sérieux que des gens vont jouer sans manger? Vous trouvez ça sérieux que des gens, pour une équipe qui est professionnelle, les gens jouent et qu'on n'a pas réservé Vous trouvez ça sérieux? Il fallait que la fédération fasse tout ce qu'elle a à faire de manière normale. Si au terme de cela, l'entraîneur ne fait pas bien son travail, on va dire que oui, monsieur, avec tous les moyens qu'on a mis à votre disposition, vous n'avez pas atteint normalement vos objectifs. C'est un peu comme un papa qui se plaint de son enfant que tu es nul à l'école, pourtant il lui a pas acheté des livres. Tu es nul à l'école, pourtant il n'a pas mis les moyens qu'il fallait. Moi, j'aurais souhaité d'abord que la fédération fasse, la normalisation fasse d'abord son mea culpa de l'instance dirigeante. On dit que non, on a observé certains manquements au moment où les Lions se déployaient. On nous a dit qu'il y avait une enquête qui était ouverte concernant ce Bruxelles. Jusqu'aujourd'hui, les résultats de cette enquête, c'est quoi? Dans ce moment, je voudrais qu'on soit sérieux. Avant de vouloir dire que M. Broz, vous avez fait ci, vous avez fait ça, regardez d'abord que nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons fait? Quels ont été nos manquements pour que cet entraîneur se comporte comme ça? Et moi, je peux vous dire, lorsque vous avez un enfant qui se révolte, la révolte n'a pas commencé le même jour. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il a accumulées, il a digéré, il s'est dit peut-être dans ce moment, ça pouvait changer. C'est lorsque ça devient de trop, il étouffe, il ne peut plus supporter la pression, c'est là où il s'éclate. Vous croyez que la déclaration du Hugo Broz ce jour-là, c'était la première fois qu'il y avait des erreurs? Forcément, il y avait beaucoup. Mais ce jour-là, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre de cette façon de fonctionner. Donc, je suis d'avis même qu'on énumère les greffes et tout ce que Hugo Broz a fait de mauvais. C'est le diable en personne, là, les cornes comme Satan. Mais il faut qu'on nous explique d'abord que... Nul ne l'a jamais dit. Je suis en train juste de faire un cliché. Il faut qu'on nous explique d'abord que... C'est un mauvais cliché que vous faites. Monsieur Broz, il faut que la fédération, n'est-ce pas, la normalisation dit non, la fédération en son temps a failli à ses devoirs, a eu à poser tel acte rectificatif. Ce n'est même pas la normalisation. Parce que M. Broz arrive sous l'ère Tombiaroko. Ce n'est pas sous l'ère du comité de normalisation. Non, le comité de normalisation vient juste remettre les pendules à l'heure.
ce qui n'allait pas bien. Il faut bien qu'on rétablisse les pendules. Ouais, mais comment voulez-vous que quelqu'un qui, dans son cahier de charges, dit que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire... Et puis, à un moment donné, il faillit et vous ne voulez... Ailleurs, on rend le tablier, on démissionne. Mais monsieur Bruce n'a pas démissionné, il n'a pas eu ce courage de démissionner. Vous parlez d'un cliché comme quoi on veut le diaboliser. Bon, prenons les choses ainsi. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons tantôt parlé d'une Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on a gagné une Coupe d'Afrique des Nations sous les Brosses. Avec le Leroy, nous avions gagné combien de Coupes d'Afrique des Nations? Alors, nous avions gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que le palmarès de Claude Leroy peut être comparé? Est-ce qu'il peut être comparable à celui de M. Brosse? Non, pas du tout. Vous comprenez que il y a des choses, quand ça va mal, il faut dire ça va mal. Nous, c'est notre devoir, sans prendre parti. On a gagné une Coupe d'Afrique et c'est avec le Cameroun. Monsieur Ndogmo, nous avons le devoir de dénoncer. On va avancer, monsieur Mikono. Oui, Hugo, c'est parti. Selon vous, qui peut être son potentiel remplaçant? C'est-à-dire, qui peut être celui-là qui peut le remplacer? On ne vous dit pas de le nom, c'est-à-dire le porteur robot. Le porteur robot de celui-là qui peut remplacer Hugo Brosse. Voilà, la question est pertinente, monsieur. Vous avez tant critiqué Hugo Brosse, maintenant, sortez-nous un portrait robot de celui-là qui pourra conduire au destiné des... Premièrement, c'est celui-là qui devrait être un homme charismatique. Un homme charismatique capable d'installer une certaine sérénité dans la tanière des lions. Ce charisme ne devrait pas amener les uns et les autres à bouder la sélection nationale. Ce charisme devrait plutôt amener les uns et les autres à vivre ensemble. Et la première des choses même, c'est de résider au Cameroun et contacter, voir, espionner, regarder ce qui touche bien au ballon dans notre championnat et ce qui ne touche pas au ballon. Vous savez, l'un des points sur lesquels nous avons jugé M. Brosse, c'était les 2 matchs contre le Nigeria. Parce que lorsque M. Brosse sort sa shortlist, il n'y a aucun joueur local. Aucun. Et nous avons décrié cette situation. Nous avons fustigé cette situation. Qui sont allés en Coupe du Monde et qui ont été perdus. Nous avons vu. C'est pas la solution. Nous avons vu à France 98, nous avions amené un joueur local qui nous a sauvés d'une certaine situation contre l'Australie, qui a marqué c'était contre l'Autriche. Voilà, contre l'Autriche, qui a marqué un fameux but, un très beau but. Mais il n'avait aucune expérience internationale. Contre le Nigeria, on a vu bien, attends, alors, vous comprenez que il y a, je dois donc dire que c'est celui-là qui est capable d'amener la sérénité, qui est capable de suivre le championnat camerounais. Et pour suivre le championnat camerounais, il faut résider au Cameroun. Il faut être charismatique. Permettez. Le temps nous tient à cœur. On a un dernier sujet qu'on va développer. Oui. C'est quelqu'un qui doit avoir les mains libres. Comme l'a dit M. Brosse, parce que M. Brosse, il a dit, s'il a les mains libres, il fera tout et il peut tout remporter. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, Sechakou, quel serait le portrait robot de celui-là qui va poursuivre au destiné du Cameroun? Ben, vous savez, on va dire un homme charismatique, expérimenté. Lorsque vous allez voir l'appel d'offres sur le site du ministère ou de la FEGAFOOT, vous allez voir, ça va englober toutes ces caractéristiques-là. Tout à fait. Mais seulement au finish, lorsqu'on va nous prendre un national, bon, un soi-disant sensible, il ne va pas continuer à résider au Cameroun. Vous savez ce qui fait la force d'Hervé Renard? C'est que lorsqu'il signe pour un pays, il réside là, il s'approprie le pays, il s'approprie les habitudes du pays. Hervé Renard parle parfaitement anglais parce qu'il a résidé pendant longtemps. Au Zimbabwe, au Ghana, au Zimbabwe, en Zambie, il a résidé en Côte d'Ivoire, il réside au Maroc. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sélectionneur, vous allez vous approprier le pays. Et lorsqu'on essaie un peu de regarder, l'une des choses que moi je regrette avec M. Brosse, c'est qu'il n'a pas suffisamment fait la promotion de notre championnat. Parce qu'à l'exception de Franck Pangop, tout à fait. Je ne suis pas sûr que Franck Pangop, c'est le seul joueur qui, j'étais dans ce banc, pouvait, n'est-ce pas, se déployer à merveille. Là, c'est parce que le sélectionneur, lui, vivait en Belgique. Il venait ici juste le temps des regroupements. Pourtant, nous, on veut un sélectionneur qui doit vivre au Cameroun. Il doit connaître les réalités camerounaises. Il doit connaître ce que représente le football pour le Cameroun. C'est impensable que, de nos jours, vous avez un sélectionneur, il est tout simplement en Europe, il appelle ses joueurs, il vient ici, mais tout le monde peut faire ça. On peut pas, et surtout qu'il a certainement une maison de fonction.
qu'on paye aux frais du contribuable. Un seul monde doit être exigeant sur un certain nombre de choses. Donc moi je pense même que si l'une des clauses pour lesquelles on a limogé M. Brosse, c'était le non-respect de son contrat qui ciblait qu'il devait rester, moi je dis bravo. Oui. Parce qu'un seul monde doit être regardant sur ces choses-là. Ça fait partie, oui. Mais maintenant, moi je dis, le prochain sélectionneur doit habiter au Cameroun. Oui. Parce que la pression qu'il y aura à la CAN 2019, s'il n'a pas les épaules assez larges, je vous assure, il ne pourra pas la supporter. Donc, le reste, on va dire expérimenter, chevronner, tout ce que ça va avec. Ça ne servira à rien s'il n'habite pas au Cameroun. Le temps nous tient déjà. Nous avions, juste une seconde, nous avions Valérie Nepomniachtchi, le russe, qui ne parlait pas la langue française, encore moins. Sa langue principale, c'était le russe, la langue de chez lui. Mais il avait un traducteur, il avait un interprète. Et nous avions vu ce que ce monsieur a fait. Il faisait son schéma avec des pions. Et tout le monde suivait ce schéma. Et après le mondial... On ne retrouve plus la génie qu'on avait dans cette... Voilà, c'est justement ce que je voudrais dire. C'est ce que nous regrettons de nos jours. Après le mondial 90, son pays l'a rappelé. Ipso facto, il faut rentrer au bercail. Et on n'a plus jamais eu un entraîneur de ce calibre. Alors, on va passer au dernier sujet de 90 minutes chrono de ce jour, à savoir le tirage au sort de la Coupe du Monde Russie 2018 qui a été effectué du côté de la Russie. Avec, on retient pour cela que les poules sont homogènes. Beaucoup justement peuvent tirer l'épingle du jeu, notamment nos représentants africains qui pourront, n'est-ce pas, avoir une probable qualification. Je propose qu'on prenne dans ce reportage la composition des différents poules. La 21e édition de la Coupe du Monde 2018 débute effectivement dans 190 jours. En prélude à cette kermesse footballistique qui réunit toutes les meilleures sélections au monde, le tirage au sort a été effectué vendredi 1er décembre du côté de la Russie. Un tirage qui a laissé percevoir beaucoup d'homogénéité dans les différentes poules. Hormis la poule B qui sera constituée des ténors tels le Portugal et l'Espagne qui seront accompagnés du Maroc et de l'Iran. Voici du reste la composition des différentes poules. Le groupe A sera constitué de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de l'Uruguay. Le groupe B, quant à lui, sera constitué du Portugal, de l'Espagne, du Maroc et de l'Iran. La France conduira le groupe C en compagnie de l'Australie, du Pérou et du Danemark. Pendant ce temps, l'Argentine de Lionel Messi, l'Irlande, la Croatie et les Super Eagles du Nigeria feront partie du groupe D. Le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie s'affronteront dans le groupe E. Le groupe F mettra aux prises les pays tels que l'Allemagne, le Mexique, la Suède ou encore la Corée du Sud. Le groupe G sera composé de la Belgique, du Panama, de la Tunisie et de l'Angleterre. Le groupe H, favorable au Sénégal, sera constitué de la Pologne, du Sénégal, de la Colombie et du Japon. Le match d'ouverture opposera la Russie, pays organisateur, à l'Arabie Saoudite. Rendez-vous est donc pris le 14 juin prochain pour le début effectif de la compétition. Alors, avant de poursuivre avec ce tirage au sort, on va prendre ce premier message qui est arrivé. Et ce message concerne justement Rigo Besson. Alors, c'est un fidèle téléspectateur qui dit concernant les nouveaux dirigeants de Lyon, moi je pense qu'il est trop tôt pour lui accéder l'équipe nationale. On parle comme ça de son Banac. Il devait attendre et observer, surtout qu'il ne connaît pas l'équipe. Alors, faites comme lui, hein, vous pouvez aussi balancer les messages. Alors, on entre de plein pied, n'est-ce pas, dans la dernière dorsale qui concerne la Coupe du Monde de Russie 2018. Alors, c'est chaque coup, le tirage est connu. On retient de façon générique que dans toutes les poules, il y a une certaine homogénéité, sauf justement cette poule, le groupe B, où se trouve le Maroc. Le Maroc qui affrontera des équipes telles le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Ouais, ben, vous savez, moi,
beaucoup de gens disent que c'est cuit pour le Maroc ne pourra pas se qualifier, patati patata, mais lorsque je regarde les stats, je me rends quand même compte que depuis pratiquement 2 éditions, les vainqueurs de la Coupe du Monde, n'est-ce pas, voient un peu du noir. Si nous prenons l'édition de 2010 où l'Italie avait gagné en 2006, l'Italie est rentrée au premier tour. Et en 2014, l'Italie nous a encore remis ça et s'est fait éliminer de manière précoce. Quand vous prenez l'Espagne, qui a gagné la Coupe du Monde en 2010, l'Espagne rentre également au premier tour en 2014. Qu'est-ce qui nous fait croire que cette équipe espagnole ne pourra pas faire la même chose actuellement? Et surtout que, sur le plan politique, il y a beaucoup d'instabilité de ce côté. Nous avons d'un côté des joueurs catalans qui, à un certain moment, pourront lever le pied. Lorsqu'on connaît qu'il y a une très forte colonie catalane dans cette équipe de la Roja, Piqué, Busquets, Thiago Alcantara, bref, ces Catalans-là qui constituent le socle même. Je vais dire quoi, qui constitue le statut de cette équipe espagnole. Maintenant, vous avez l'équipe, le Portugal, qui ne se porte pas aussi bien. Le Portugal en 2010 est rentré au premier tour. Le Portugal en 2014 est rentré au premier tour. Alors, selon vous, le Maroc peut jouer sa participation. Le Maroc peut jouer sa participation, mais dites-moi une équipe qui a joué, qui s'est qualifiée sans prendre de but. Mais vous avez déjà vu ça où? C'est la seule équipe qui se qualifie pour cette bon, à l'exception de la Russie qui se qualifie sur tapis vert. À l'exception de la Russie, le Maroc s'est qualifié sans concéder de but. Et le Maroc, c'est avec un entraîneur chevronné, très tacticien. Je peux même dire attention au Maroc. Bon, maintenant vous avez également l'Australie qui joue son deuxième match d'ouverture. Parce qu'en 1994, l'Australie avait perdu malheureusement un match d'ouverture contre l'Allemagne 1-0. Vous avez cette équipe. Non, l'Arabie Saoudite. Vous avez cette équipe, l'Arabie Saoudite qui joue son deuxième match d'ouverture. Donc, avec moi, il me dit, pour cette Coupe du Monde, honnêtement, je suis en train de voir une Coupe du Monde où on va constater l'émergence des nouveaux talents. Vous avez également un pays tel que l'Islande qui a posé les jalons depuis l'Euro 2016 où elle a battu l'Angleterre avec brio et maestria. Vous avez ce pays-là constitué de 300 000 habitants. C'est d'ailleurs le plus petit pays au monde à se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. L'Islande, c'est 300 000 habitants où les conditions climatiques ne sont pas propices pour le développement du football. Mais les gars ont compris qu'ils ne pouvaient pas des moyens technologiques construire des stades couverts. Les gars jouent le football surtout parce qu'à une certaine époque en Islande, on jouait le football uniquement pour 6 mois. Mais ayant compris ces difficultés, ils se sont déployés pour permettre aux jeunes Islandais de jouer le football sur toute l'année. Dans ce moment, j'ai dit, on aura une belle Coupe du Monde. Et avec beaucoup d'équipes africaines cette fois-ci qui vont se qualifier pour le deuxième tour. Contrairement aux années antérieures où une seule équipe passait. Puisqu'on parle des équipes africaines, je propose, puisque le temps nous tient déjà à cœur, qu'on va tabler justement sur ces équipes africaines. On va commencer avec le groupe B. Le groupe B qui est constitué du Portugal, de l'Espagne, du Maroc et de l'Iran. Alors, Émile Bekono, est-ce que le Maroc peut jouer sa partition très rapidement? Est-ce que le Maroc peut jouer sa partition? Je ne pense pas, je ne pense pas trop. Mais je pense que le petit poussé dans ce groupe, dans cette poule, c'est l'Iran. L'Iran qui n'est pas assez expérimenté en termes de Coupe du Monde. Donc je pense que ça peut permettre au Maroc de jouer son jeu. Alors, au sorti de ce tirage, le coach Hervé Renard a justement émis un avis par rapport à cette poule. Je propose qu'on puisse le suivre. Alors, Hervé Renard qui dit justement qu'ils sont tombés dans une mauvaise poule, mais c'était un Hervé... Bon, prenons d'abord cet extrait d'Hervé Renard. On a hérité d'un groupe très difficile, avec le champion d'Europe en titre, le Portugal, l'Espagne, qui je pense était dans ce pot numéro 2 l'équipe à éviter, mais avec tout le respect qu'on a pour les autres équipes qui étaient dans ce pot, et puis l'Iran. Donc après 20 ans d'absence, le Maroc retrouve un groupe difficile. Maintenant, on sait qu'une Coupe du Monde, c'est le très haut niveau, donc il faudra être prêt même contre des équipes très fortes. Bien sûr, on vient dans une compétition comme la Coupe du Monde, non pas pour seulement participer, surtout pas venir avec cet état d'esprit. En 86, le Maroc a battu le Portugal, donc pourquoi pas y voir un certain présage. En tout cas, il faut y aller avec beaucoup de détermination et jouer tous les matchs à fond, bien sûr, comme tout le monde le fera, mais surtout avec beaucoup de confiance en soi. Alors, Hervé Renard qui fait la fine bouche, mais on sait que
tacticien qu'il est, le Maroc aura justement quelque chose à jouer dans ce mondial, Serge Chako? Ouais, ben, moi je l'ai dit, le Maroc aura quelque chose à jouer. Et surtout quand on se rappelle que la dernière fois où cette équipe a joué la Coupe du Monde en 98, lors de son dernier match, elle avait gagné 3-0. Les Marocains croyaient qu'ils étaient qualifiés. Mais il y a eu le Brésil qui allait servir une mauvaise surprise, je crois, en perdant 1-0. Je ne me rappelle plus très bien de l'équipe. Mais le Maroc avait fait le boulot et bon, le Brésil était allé perdre. Certaines personnes même soupçonnaient le Brésil d'avoir levé le pied. Parce que vous savez, à cette époque encore, les équipes pouvaient s'entendre à obtenir un résultat qui pouvait les être favoris. Souvenez-vous encore ce fameux match de la honte. Je crois que c'était en Coupe du Monde 86 où deux pays, je crois que c'était la Pologne et l'Allemagne, se sont entendus pour éliminer l'Algérie. Donc quand même, moi je ne vais pas enterrer cette équipe marocaine. Parce qu'honnêtement, c'est une équipe qui produit du jeu. Vous ne pouvez pas faire jouer 6 matchs, vous ne prenez pas de but. Et on croit que c'est de la gnognotte. Dans ce moment, moi je pense même que le Maroc peut bien se qualifier pour le deuxième tour. Alors, une autre équipe africaine, Émile Bekono, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a hérité du groupe H avec des équipes de moins de calibre telles que la Pologne, la Colombie et le Japon. Olivier, je pense que c'est là l'une des poules que moi j'estime dangereuse pour le Sénégal. Avec la Pologne, la Colombie. Parce que vous avez le football de l'Europe de l'Est, il va trop vite. Il va trop vite. La Pologne, c'est des gens qui... Le Japon, c'est des gens qui... Tant qu'on n'a pas sifflé le dernier coup de sifflet final, ce n'est jamais terminé. Et donc, le Sénégal, c'est vrai que le Sénégal a également un jeu rapide, mais face à ces équipes-là, je pense que le Sénégal devrait faire attention. Et bon, je ne suis pas tellement optimiste quant au second tour face au Sénégal. Oui. Alors, on va dire une poule favorable pour le Sénégal. Ouais, c'est une poule favorable pour le Sénégal dans la mesure où lorsqu'on essaie un peu de regarder, on se rend quand même compte que en termes de participation, le Sénégal sera sa deuxième participation. Jusqu'ici, ils ont 100% en matière de qualification pour le deuxième tour. Si on regarde ces logiques, ben, on peut dire que le Sénégal pourra se qualifier. Mais maintenant, vous savez, il y aura ce problème d'expérimentation parce que l'entraîneur sénégalais, il était de l'épopée de 2002. Il n'est pas suffisamment mûr, suffisamment mature. Bon, et quand on regarde des équipes telles que la Pologne, c'est des gars qui jouent très vite, ils vont extrêmement vite. Et la Colombie, honnêtement, la Colombie, c'est un peu totalement ça. Parce que vous avez un Radamel Falcao vieillissant qui ne tient plus presque sur une jambe. Vous avez James Rodriguez qui, s'il est bon du côté du Bayern du Munich. Vous avez Guardado qui est à la Juventus, il n'est pas titulaire. Contrairement à cette équipe sénégalaise où la majorité de ces gars jouent régulièrement. Bon, maintenant, le Japon. Ils n'ont pas beaucoup de leurs cadres qui jouent en Europe. Vous avez Sakai, le latéral de Marseille. Vous avez, je crois, Nagato de Dortmund. À l'exception de ces joueurs, le reste joue à la maison. Oui. Et quand on essaie de faire la comparaison avec les joueurs sénégalais qui sont tous du côté du vieux continent, Sadio Mané, Liverpool, Mambiram Diouf, du côté de Stoke City avec Choupo-Moting, ça sera dommage pour notre compagnon qui ne joue pas. Vous avez les Moussasso qui jouent du côté de Fenerbahçe. Donc vous avez des gars qui jouent régulièrement. La faiblesse de cette équipe sénégalaise va se retrouver au niveau de son gardien de but. Ils ont un gardien de but qui est très nonchalant, il n'est pas assez expérimenté. Je pense quand même que si le Sénégal réussit à stabiliser cela, ça pourra aller. Également sorti de ce tirage à l'UCC, celui dont Serge Chako trouve qu'il n'est pas assez mature, a quand même fait des révélations par rapport à cette poule. Et selon lui, le Sénégal peut mieux faire. On a tendance à dire que c'est le groupe le plus facile, mais vous savez, en matière de football, il n'y a rien qui est facile. Il s'agit d'une Coupe du Monde, 32 meilleures équipes au monde, donc tous les matchs seront disputés, tous les matchs seront difficiles. Je crois que pour le Sénégal, ça faisait 15 ou 16 ans qu'on n'était pas revenu à cette Coupe du Monde. Donc cette génération l'a fait. C'est important pour eux de continuer à progresser, c'est important pour eux de continuer à gravir des paliers. Ils l'ont fait à la CAN, ça faisait 11 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules. Et aujourd'hui, 15 ans après, ils reviennent à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un groupe qui va être difficile. Voilà, donc le Pologne, on connaît. La Colombie, ils ont l'habitude de ces grandes compétitions. Chaque Coupe du Monde, ils sont présents. Le Japon, il y a un travail quand même qui se fait.
Donc nous essaierons en tout cas de venir ici avec nos armes, défendre les couleurs de notre pays. Et si on a la possibilité de le faire, oui, pourquoi pas. Maintenant, les générations ne sont pas les mêmes. Notre génération est finie. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec une autre mentalité, avec une autre façon de voir. C'est à eux d'écrire leur histoire. Ben justement, on leur donne la possibilité de pouvoir l'écrire au mois de juin. Mais je crois qu'ils ont assez de qualité pour en tout cas écrire une belle histoire du football sénégalais. Alors, Serge Chapou, on va poursuivre avec le groupe D. Hein. Une autre poule qu'on voit favorable pour une équipe comme le Nigeria, qui sera accompagnée de l'Argentine, de l'Irlande, de la Croatie. Alors, non, mais lorsque je regarde cette poule, honnêtement, je ne peux pas miser aucune pièce sur la qualification du Nigeria. Si on considère que, parce que l'Argentine-Nigeria, c'est quand même bis repetita. En 2014, en 2014, ils étaient dans la même poule. 94, ils étaient dans la même poule. 2002, ils étaient dans la même poule. Et à chaque fois, l'Argentine a toujours... Non, en 2010, également, ils étaient dans la même poule. Mais en 2010, je crois qu'ils ont fait match nul. Oui. Donc, mais quand même, le plus souvent, l'Argentine réussit à damer le plus au Nigeria en Coupe du Monde. Si on considère que l'Argentine doit se qualifier au premier tour de par son statut, de par son aura et tout ce qu'elle a, vous avez également deux équipes très très fortes. Vous avez l'Islande et la Croatie qui étaient dans la même poule. Et curieusement, l'Islande a terminé première devant la Croatie. Vous voyez un peu? Ce petit pays qu'on sous-estime, en ce moment, ça va même être plus dangereux que la Croatie. Et je vois très mal le Nigeria battre l'une de ces deux équipes-là. Donc, moi je vois qualification argentine. La deuxième va se jouer entre l'Islande et la Croatie. Mais le Nigeria, malheureusement, pourra terminer dernier dans cette poule-là. Et je pense même que ça sera l'une des grosses déceptions pour le représentant africain. Émile Bekolo, très rapidement, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Je pense que le Nigeria a quelque chose à dire, a son mot à dire. Surtout face à l'Argentine, parce que c'est toujours des équipes qui ont l'habitude de s'affronter et ça a toujours été des joutes très très difficiles, des matchs très très difficiles mais relevés. Je pense que avec un ascendant pour l'Argentine, oui, mais pour le Nigeria, ça pourrait constituer une certaine revanche. Je pense que le Nigeria a son mot à dire. Bon, l'Islande, c'est pas facile. C'est des gens qui n'ont pas des conditions favorables pour développer le football, mais ils s'en sortent quand même au point de se qualifier au mondial pour la grande messe du football mondial. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, je pense que le Nigeria a son mot à dire. Le Nigeria a son mot à dire dans cette poule. Alors, on va sortir avec la poule de l'Égypte qui sera accompagnée d'une équipe comme l'Uruguay. L'Égypte qui sera accompagnée d'une équipe l'Uruguay, Russie et je crois l'Arabie Saoudite. Alors, est-ce que l'équipe égyptienne c'est pas favorable? Voilà au moins une poule quand même. Hein, non, mais là l'Égypte se doit de se qualifier pour le deuxième tour parce que cette poule honnêtement est largement à sa portée. Vu le football que cette équipe nous a servi depuis un certain temps, avec un entraîneur cette fois-ci-là très très expérimenté, Hector Cooper, qui a joué 2 fois consécutifs les finales de la Champions avec Valence. Il est allé à l'Inter de Milan où il a fait les beaux jours. Un entraîneur très très expérimenté avec une équipe très très forte, très très solide, difficile à jouer. Maintenant vous avez la Russie, le pays qui organise. Oui. Ben, la Russie risque, à mon avis, suivre le rythme de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud garde quand même ce triste record d'être le premier pays organisateur à rentrer au premier tour. Et je pense que la Russie pourra suivre ce rythme-là parce que, honnêtement, je ne vois pas la Russie battre l'Égypte, je ne vois pas la Russie battre l'Uruguay, je ne vois pas la Russie. Bon, la Russie peut se débrouiller avec l'Arabie Saoudite, mais lorsqu'on va parler de l'Égypte et de l'Uruguay, ça sera très dur. Et maintenant, vous avez également l'Uruguay qui a une équipe. Bon, il est bien avec Kachabacha, Diego Forlan n'est plus là, mais vous avez un Edison Cavani qui fait les beaux jeux du côté de Paris, qui pourra en ce moment être l'âme de cette équipe. Donc, logiquement, je vois dans cette poule une qualification Uruguay-Égypte. Ben, dans une certaine mesure, la Russie pourra terminer 3e en battant l'Arabie Saoudite au match d'ouverture. Alors, on sort définitivement de ce sujet avec le dernier représentant africain qui est la Tunisie. La Tunisie qui sera opposée à la Belgique, le Panama et l'Angleterre. On va dire, pour avoir qualification aussi pour la Tunisie, Émile Bekolo. La Tunisie, bon, le football maghrébin est tel qu'il est, un peu rapide. Parfois, lorsqu'on estime qu'il va bien, c'est des gars qui reculent. Et puis,
ça donne ce que nous connaissons, une certaine défaite. Bon, le Panama, bon, je pense que la Tunisie peut jouer son jeu. La Tunisie peut jouer son jeu et puis se qualifier au second, pour le second tour. Favorable à la Tunisie. Oui. Alors, avant que Serge Chakou ne mette un terme à cette sortie, alors on va prendre encore cet autre SMS d'un autre fidèle téléspectateur. Il dit: ce n'est même pas possible de miser pour le Nigeria dans sa poule car il est très difficile pour lui. Il est très difficile pour ce Nigeria-là. À cela, il faut ajouter qu'il travaille, qu'il densifie le travail pour pouvoir probablement se qualifier dans ce pool. On va dire merci à ce fidèle téléspectateur de nous suivre et de continuer toujours à envoyer les messages. Alors, c'est chaque coup, on sort définitivement avec ce groupe G, Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre. Ouais, ben, on va dire que dommage pour la Tunisie. Parce que quoi, lorsque vous jouez l'Angleterre et la Belgique, ben... L'Angleterre qui n'a pas toujours fait la bonne Coupe du Monde. Mais généralement, c'est qualifié pour le deuxième tour. Je suis d'accord. Voilà l'une des spécialités de cette équipe. Généralement, c'est qualifié pour le deuxième tour, même si c'est pour être éliminé après. Vous avez également la Belgique qui ne rentre pas lorsqu'elle est qualifiée en Coupe du Monde au premier tour. Maintenant, le biscuit de cette compétition qui est le Panama, parce que c'est sa première participation, doit venir apprendre. Bon, la Tunisie sera certainement à sa 5e Coupe du Monde, mais pour cette fois-ci-là, ils doivent encore attendre pour pouvoir avoir une bonne prestation, parce que déjà dans cette poule, honnêtement, Belgique, Angleterre, c'est très fort, c'est très au-dessus de la Tunisie. Et je vois très mal cette équipe. Bon, mais à côté, elle peut se contenter d'une 3e place qui ne sera pas mauvaise. Non, mais la balle est ronde, hein. Alors, on va dire, c'est très fort, et ça sera véritablement fort dès le 14 juin prochain du côté de la Russie avec cette Coupe du Monde qui va rassembler tous les meilleurs pays du monde. Tout notre souhait, c'est que les pays africains puissent s'étaler la part du lion à travers justement des probables qualifications pour le deuxième tour. Alors, c'est avec ces propos de cette chapeau que nous allons mettre un thème à cette autre sortie de 90 minutes chrono. C'est vrai que assurait la réalisation de ce programme. Adrien Comonier assurait la supervision générale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On dit rendez-vous mardi prochain pour une autre actualité. Il y a des joueurs qui sont peut-être un peu en dessous, c'est normal. Mais par contre, n'oubliez pas, même si vous êtes un petit peu en dessous maintenant, avec Franck, on rentrera sur une base de travail où vous allez progresser. Et il y a des joueurs, comme je vous l'ai dit, j'ai joué avec Ben Koulou, j'ai joué avec Mongongu, j'ai joué avec des joueurs, j'ai été en équipe de France, j'ai joué face à des équipes africaines. Je vous ai dit, vous avez une grosse capacité, c'est de pouvoir vous adapter très facilement à n'importe quelle situation. Si vous êtes un peu moins fort que certains, c'est pas un problème. Progresser, il me fera un bilan. Me dit Chris, te rappelle, lui, il avait besoin de progression. Écoute, franchement, il a progressé. Je vais lui faire confiance. Aujourd'hui, avec la qualité que tu as, d'accord, si tu prends un ballon en tant qu'ailier et tu me fais une passe directe, tu
vas rien me servir. Si tu me prends un ballon et que tu me casses des reins, techniquement, parce que c'est ta qualité, tu vas à 2000 à l'heure. Et techniquement, tu es un monstre. Mais si à chaque fois que tu prends un ballon, tu la donnes, ça sert à rien. Il y a la vidéo, les matchs sont filmés. Moi, je vais prendre après les vidéos des matchs et je vais les décomposer avec les collaborateurs en Europe pour faire un DVD individuel pour chaque joueur. Moi, ça, je vais vous l'offrir. D'accord? Et c'est pour vous. C'est pour vous apporter quelque chose. Mais si j'ai des images, en tant que toi, par exemple, si je parle de toi, ça peut être Panda, voilà, Owono. Voilà, peut-être des trucs comme ça. Vous ne frappez pas au but en 90 minutes. Moi, je ne vais pas avoir d'image. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Donc aujourd'hui, il faut vous faire plaisir. Il faut vous régaler. D'accord? Je parle de vous parce que c'est des offensifs.